Le fonctionnement des filières alimentaires basées sur le rapport ville-campagne que nous avons vu dans la vidéo précédente a commencé à se transformer dès le XIXe siècle avec la révolution industrielle. Cette dernière a non seulement contribué à transformer les modes de production de nourriture, mais aussi le rapport à la ville et au territoire. Dès lors, l'agriculture va passer par trois grandes révolutions. D'abord, la révolution industrielle elle-même, ensuite la révolution verte, pas celle qu'on connaît aujourd'hui autour de l'agriculture biologique, mais celle liée aux semences et aux engrais, et enfin la révolution génétique. Commençons par la révolution industrielle. Grâce à la mécanisation de l'agriculture avec l'apparition des machines agricoles, le travail dans les campagnes va être recomposé, avec d'une part une réduction du dur labeur des ouvriers agricoles et d'autre part une diminution de leur nombre. Ceci va provoquer en parallèle un exode vers les villes et un afflux d'ouvriers vers le secteur industriel. Ces transformations vont également réorganiser le foncier agricole avec l'agrandissement des surfaces des exploitations rendues possibles grâce à la mécanisation. Cela entraînera l'apparition de monocultures au rendement plus important. Enfin, avec l'apparition du chemin de fer, plus tard des transports routiers et aériens, les distances parcourues par la nourriture ne cesseront de croître jusqu'à aujourd'hui. Les chaînes des filières vont s'agrandir avec des approvisionnements toujours plus lointains et une intermédiation de plus en plus complexe. Le lien charnel entre la production de nourriture et le territoire des villes commencera à se rompre progressivement. Au même moment, pendant que les distances augmentaient, certains théoriciens tentaient de trouver des modèles alternatifs à la fois aux modes de production alimentaire et à leur localisation sur le territoire, ainsi qu'aux évolutions spatiales de la ville industrielle. C'est le cas par exemple de Johan Henrik van Thunen, qui a développé en 1842 un modèle économique et spatial pour optimiser la relation ville-nourriture, en prenant en considération les coûts de transport, la rente foncière et la localisation spatiale de la production. Dans son modèle, les produits ayant des coûts de transport élevés, légumes, lait dans le cadre du calcul de l'époque, seraient localisés où la rente foncière est la plus élevée. A l'inverse, les produits ayant des coûts de transport plus faibles, bétail vif par exemple, seraient localisés dans les zones les plus éloignées du marché. Ainsi, son modèle idéal de relation ville-campagne se construirait autour de plusieurs cercles radioconcentriques. D'abord, le marché se situerait dans le centre de la ville, suivi d'un premier cercle autour de la ville avec le maraîchage et la production de lait, un second cercle avec l'agroforesterie, un troisième avec la production de grains tels que le blé, et enfin un quatrième cercle avec l'élevage. Ce modèle reste théorique et ne semble trouver que de rares applications dans la vie réelle. Par ailleurs, la résistance face au développement des villes industrielles bruyantes et polluées et sans végétation fera naître quelques utopies urbaines qui, elles, seront réalisées. C'est notamment le cas de Cité-Jardin développé par Ebenezer Howard. Ce dernier propose de créer plusieurs mini-centres autour des villes qui soient reliés par un réseau de transport et qui permettent de développer localement un cadre de vie agréable pour du logement social, combiné avec la possibilité de produire localement de la nourriture à travers des jardins. De nombreux exemples de ce modèle se sont concrétisés dans un certain nombre de villes de par le monde. Ces quartiers sont reprojetés aujourd'hui au devant de la scène avec le retour de l'agriculture locale, urbaine et biologique. Après la révolution industrielle, la seconde étape de ces changements est ce qui est appelé la révolution verte. Elle est apparue au début du XXe siècle avec la sélection des semences à grande échelle et la maîtrise des variétés et des croisements. Elle va de pair avec l'apparition des fertilisants chimiques qui ont contribué à l'augmentation spectaculaire des rendements. Cette révolution verte est la source du modèle agricole dominant, à savoir une agriculture basée sur la monoculture, l'usage de produits chimiques et l'exploitation intensive des terres. La troisième révolution est la révolution génétique. Elle est plus récente et concerne la manipulation génétique des semences. Elle ouvre la porte à une technicité de plus en plus élevée et à l'apparition de nouveaux acteurs détenant le monopole de certaines semences. Ces trois grandes révolutions ont mené à l'apparition de nouveaux acteurs dans le domaine de l'alimentation, notamment dans la production.
Pendant des siècles, la production agricole s'inscrivait dans les filières domestiques, marchandes ou étatiques, et dans des territoires locaux ou régionaux, et qui laissait beaucoup de place à la gestion commune des ressources. Depuis la révolution industrielle, les acteurs du 3e et du 4e niveau ont pris progressivement le monopole de la production agricole et des échanges qui lui sont liés, en rallongeant les filières et en complexifiant les étapes d'intermédiation. Toutes ces évolutions ont été soutenues par les acteurs publics dans le but d'assurer la sécurité alimentaire des villes et des États. Elles ont trouvé écho dans la dynamique des acteurs capitalistes et néo-capitalistes, dont l'objectif constant est de réduire les coûts et d'augmenter les profits, quitte à rallonger et à complexifier les filières. Ce système a engendré de grandes entreprises multinationales ayant le monopole sur l'industrie agroalimentaire, mais aussi sur les semences, comme Bayer, BASF ou Monsanto. Cette logique économique des acteurs du 3e et du 4e niveau se matérialise en ville à travers la grande distribution et les infrastructures qui lui correspondent. Marchés de gros, infrastructures de fret, de stockage et de refroidissement, ainsi que les hypermarchés et franchises. Paradoxalement, pour ces acteurs globalisés, la diminution des coûts des filières et l'augmentation des marges a été possible grâce à la délocalisation des productions et à des distances de transport de plus en plus importantes. Aux États-Unis, par exemple, les productions alimentaires parcourent en moyenne 2400 km de la production au supermarché. Ceci a été possible grâce à une conjoncture économique particulière et notamment à un prix très bas des hydrocarbures pendant un peu plus d'un siècle. Cependant, il faut faire attention à la généralisation. Les évolutions présentées ici sont le propre des pays dits industrialisés. Même si le système de production est aujourd'hui globalisé avec des délocalisations importantes, les modes de consommation ne sont pas les mêmes partout et les formes traditionnelles de production de nourriture subsistent encore dans beaucoup de villes et de campagnes. Par ailleurs, face à ce système néolibéral et globalisé, une forme de résistance est mise en place, au sein même de ces pays industrialisés, pour lutter contre la standardisation des goûts et le monopole des multinationales sur la production agricole. Ceci commence avec le mouvement Slow Food, né en Italie, où un groupe de gauche se révolte contre l'installation d'un McDonald's dans leur région. Ils se mettent à promouvoir un modèle de consommation plus raisonné, en consommant localement et en faisant la promotion des produits du terroir. À côté de cela, il y eut dès les années 1980 une prise de conscience écologique avec une remise en question des modèles de production agricole, de la pollution des sols et de l'irrationalité écologique des systèmes. Ces mouvements ont eu des impacts sur les villes. Le slow food, par exemple, a donné naissance au mouvement Cheetah Slow ou Slow City, ville lente, qui regroupe des villes de petite taille qui tentent d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants en ralentissant les rythmes de vie, en favorisant le déplacement piéton et en développant une agriculture biologique et locale.